Matin Première. Matin Première. Les parlementaires doivent avoir une indemnité pendant leur mandat pour effectuer leur mandat en toute indépendance et correctement, mais il est anormal, après son mandat, quand on a fini son mandat, si on n'est pas réélu par exemple, d'avoir une retraite à vie. Donc ça c'est illogique. Donc en fait, c'est très important que le parlementaire, une fois qu'il a fini son mandat, et je l'applique à moi-même, si demain je suis pas élu la prochaine fois par exemple, ou j'arrête, eh ben je devrais trouver un travail comme tout le monde. Pourquoi les parlementaires et les ministres seraient quelque chose de différent? Pourquoi on leur garantirait à vie? Parce qu'ils ont exercé aussi des responsabilités, des responsabilités publiques, donc du coup... oui, non, mais il faut être fier. Moi, j'en suis fier mais c'est pas protégé, mais on a des diplômes, mon mandat, il est de 5 ans. Si je suis pas réélu dans 3 ans et demi, eh ben, quand même, j'ai fait des études, je peux retrouver un travail. Et je pense que la plupart des parlementaires peuvent retrouver un travail. Donc, il est anormal de garantir ce type de rente à vie. C'était ça le principe, et c'est ce qu'on a mis dans notre projet de loi, de dire non, il n'y a pas de raison. Moi, je le dis et je l'assume complètement, et je pense qu'il faut en parler beaucoup. Le parlementaire, c'est pas un métier, c'est un mandat. C'est quelque chose de très différent. Un mandat et un métier. On n'a pas fait une formation pour être parlementaire. La différence entre les deux? Un mandat, c'est le peuple nous a donné un mandat, voté pour nous, pour les représenter, et défendre les intérêts du peuple et de la nation. Et voilà, pendant 5 ans, peut-être si on est réélu pendant 10 ans, mais après, il faut retourner à une vie tout à fait normale de citoyen. Et ce serait sain aussi que, moi j'irais même plus loin, de limiter le nombre de mandats de parlementaires. Par exemple, à la méthode américaine, les Américains, alors ils l'ont que chez les présidents, mais les présidents n'ont pas le droit d'être président plus de 2 fois. En France aussi, là, depuis quelques années. Oui, mais je trouve que c'est bien, parce que ça permet à la classe politique de se renouveler. Quand on a été député pendant 10 ans, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas cotisé, on n'a pas eu d'activité professionnelle pendant cette période-là. Donc du coup, quand on a fini son double mandat, par exemple, on fait quoi? Non, mais c'est pas pénalisant pour les députés? Non, parce que j'ai commencé par dire que il est important, très important même, que les députés aient une indemnité qui soit suffisante pour mener à bien leur travail et vivre correctement. Ça, c'est vrai. À eux, chaque député, de prendre une partie de cet argent et de le mettre dans une caisse de retraite. Je prends mon cas, comme ça on est très pratique. Moi, j'ai cotisé à la CNSS pendant des années. Quand j'ai été élu parlementaire, j'ai plus le droit de travailler là où je travaillais avant, donc j'ai quitté. Mais si il y avait pas cette retraite parlementaire, une partie de l'indemnité que j'avais, je l'aurais mis à la CNSS pour garder mes points CNSS, pour que le jour où je retrouve un travail, j'ai pas trop perdu. Mais en même temps, l'activité politique au sens noble du terme, c'est un don de soi. On ne fait pas de la politique. En tout cas, c'est pas ma conception. Sans retour sur investissement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Retour sur investissement financier, hors de question. Mais c'est ça ce qui tue la politique. On fait ça. Enfin, moi, je fais ça. J'ai fait ça pendant des années, plus de 20 ans, à titre totalement bénévole. Quand j'étais conseiller municipal à Ifrane, à Rabat, on est 9 conseillers municipaux. On gagne pas un dirham. Les conseillers municipaux ne sont pas rémunérés. Ils donnent de leur temps, comme dans le travail associatif, pour le bien de la collectivité. Donc, pour vous, quelque part, quand on fait de la politique, le vrai retour sur investissement, c'est que notre projet de société soit accepté par les Marocains et appliqué, parce que c'est ça l'objectif. Pour nous, c'est un meilleur Maroc, donc au niveau national. Aujourd'hui, on a 2 actifs pour un retraité, et alors qu'en 86, on était à 12 actifs pour un retraité. Est-ce que ça, c'est pas ça qui est à l'origine des difficultés structurelles de nos caisses de retraite et surtout de la CME? Le vrai problème, il est sur le taux d'emploi à 42. Le taux d'emploi à 42%, c'est quelque chose qui devrait, tout acteur politique, même acteur médiatique, journaliste, on devrait en parler du matin au soir. Parce que et ça, il y a des solutions. Comment libérer les énergies? Alors, bien sûr, il y a l'entrepreneuriat qui peut jouer. Mais comment lutter contre l'économie de rente? C'est l'économie de rente aussi qui bloque l'emploi. Vous avez les gens qui ont des rentes de situation dans tous les secteurs. Ils n'ont pas intérêt aujourd'hui. Et l'État ne les pousse pas à recruter. Elle leur laisse leur rente, alors qu'il devrait y avoir un contrat avec chaque structure. Les gens qui bénéficient de rente devraient avoir un engagement de recrutement. Ils ont des rentes aujourd'hui. Pourquoi? On a des niveaux d'emploi qui sont aussi bas dans ce pays. On a un problème de contrat social. Alors, parmi les mots MOUX du pays, c'est qu'on a un très gros problème d'inégalité sociale. On a une grosse inégalité. On a un pays très inégalitaire, avec probablement le 1% le plus riche qui, lui, vit comme des milliardaires américains. Et on a les 99%, y compris la classe moyenne et la classe populaire, qui, eux, vivent comme dans les pays en sous-développement, voire
les pires pays en sous-développement. Il suffit de sortir à 10 km de Casa et aller voir, ou à 10 km de Rabat, aller dans le Ralp, vous allez voir des images qui ressemblent au 19e siècle. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, c'est on a un vrai problème au niveau de la gouvernance, au niveau du gouvernement et des gouvernants de ce pays. Ils ont l'incapacité de définir les priorités. Ils vont sur multitude de priorités. Ils ont tué la notion de priorité. On devrait aujourd'hui, moi je termine là-dessus. La Fédération de la gauche démocratique, c'est quoi ses priorités? C'est quoi ses propositions concrètes? Très clair, très clair. Et on le fait au Parlement depuis qu'on est Proposition de développement. Une proposition, on considère qu'aujourd'hui, pour créer du lien, parce qu'on a un problème de confiance, il faut investir massivement dans l'éducation. Mais pas éducation comme un ministère d'éducation. L'éducation est le principal problème de la société marocaine aujourd'hui. Que vous soyez pauvre, classe moyenne ou riche, vous avez un problème avec l'éducation. Si vous êtes pauvre, bien sûr, vous voyez les résultats de notre éducation publique, où est-ce qu'elle emmène? On va dans le mur. On a des enfants de 10 ans qui savent à peine lire et écrire. On est classé dernier de la classe dans tous les classements internationaux. Classe moyenne, vous êtes ponctionné parce que vous êtes obligé de mettre de l'argent, mettre vos enfants dans l'école privée. Vous perdez jusqu'à la moitié de votre salaire. Et les privilégiés parmi nos concitoyens, ceux qui sont hommes d'affaires, qui ont des entreprises, ont un problème de ressources humaines lorsqu'ils veulent recruter. Vous n'avez pas de problème avec les gens privilégiés? Pas du tout. Mais j'espère, mais je leur demande, les gens privilégiés, de faire un effort pour la nation. C'est-à-dire d'investir. Aujourd'hui, ils ont de l'argent. Ils payent leurs impôts, non? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Arrêtez d'investir que dans l'immobilier et spéculer sur l'immobilier. Investissez dans d'outils productifs. Mais ça, je ne rejette pas la pierre à eux tout seuls. Il faut un environnement de confiance. Il faut que les gens aient confiance. Investir dans l'éducation. Pardon, je termine là-dessus. L'éducation, investir dans l'éducation, ça veut dire quoi? C'est dire arriver juste à court terme au niveau de la Tunisie en termes de dépenses publiques éducation. Là, on a besoin de 30 milliards de dirhams de plus par an. Ça fait peur, les chiffres. La Tunisie dépense 11 000 dirhams par élève par an. Nous dépensons 6 000 dirhams 500. Est-ce que la problématique, c'est le volume de dépenses? C'est l'optimisation et l'efficacité de la dépense? Les deux. Mais c'est aussi problème d'argent. Je vais vous dire pourquoi. On a dans le primaire et le secondaire public, on a un enseignant pour 25 élèves. En Tunisie, ils ont un enseignant pour 17 élèves. Donc vous avez beau avoir la meilleure efficacité que vous voulez, si vous avez des classes surpeuplées, vous pouvez pas travailler.